Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Retour à l'écran. On profite des fêtes de la Toussaint pour inaugurer un tout nouveau format qui vient s'ajouter aux autres, le format interview, qui va nous permettre de temps en temps d'interroger des personnalités du cinéma des années 70, 80 et 90. Il y a 2 ans, nous avons fêté Halloween en inaugurant le format Théma pour parler du fameux festival du film fantastique d'Avoriaz, un épisode qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et cette année, nous avons souhaité aborder l'autre manifestation mythique pour tous les fans du film de genre de cette époque, qui est même antérieure à Avoriaz. Je veux bien sûr parler du Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris, une manifestation parisienne immanquable qui traverse avec panache les années 70 et 80. La première édition se déroule au Théâtre des Amandiers de Nanterre en 1972, sous le nom de Convention du cinéma fantastique. Les 2 éditions suivantes migrent dans le 9e arrondissement de Paris, au Palace, ce théâtre parisien qui deviendra plus tard une célèbre boîte de nuit, et le festival gagne en popularité, ce qui lui permet d'accéder au prestigieux Palais des Congrès de Paris qui l'accueille en 75 et 76. En 1977, pour sa 6e édition, il se déplace sur les grands boulevards dans le fameux cinéma Le Grand Rex, où il s'établit pendant 12 ans. Ce qui lui a justement valu le surnom du Festival du Grand Rex. Des fréquentations records avec des milliers de places vendues par soir. Des fans venus des 4 coins de la France et de l'étranger s'y retrouvent, échangent et nouent des liens. C'est d'ailleurs un public très enjoué qui fait parfois du chahut pendant les séances. Durant les années Giscard, c'est un des seuls endroits en France où on peut voir des films sans visa de censure comme Massacre à la tronçonneuse ou Mad Max. Et pour en parler, nous avons un invité de marque puisque c'est carrément le créateur du festival qui nous fait l'honneur de sa présence, Monsieur Alain Schlokoff. Critique de cinéma, rédacteur en chef et fondateur de la mythique revue L'Écran Fantastique qui a aujourd'hui plus de 53 ans d'existence. Un magazine qui est actuellement disponible en 2 formules, L'Écran Fantastique Reboot, un mensuel qui traite essentiellement de l'actualité, et aussi L'Écran Fantastique Vintage, trimestriel, qui à chaque numéro propose 2 copieux dossiers sur du cinéma de patrimoine. Alain Schlokoff a également créé d'autres magazines sur le cinéma de genre comme Fantastica, Toxic ou encore Vendredi 13 et il est également le co-auteur de 100 monstres du cinéma fantastique avec Jean-Pierre Adrévon et l'encyclopédie de la science-fiction avec Jean-Pierre Piton. Mais aussi plein d'autres choses que nous allons découvrir au fil de cet entretien en 2 parties. Bref, pour la reconnaissance de la culture du cinéma fantastique, horreur et science-fiction dans le paysage français, on peut dire que vous êtes une figure incontournable. Est-ce qu'on peut remonter au tout début, à l'origine de votre parcours ? Comment vous en êtes arrivé là en fait ? En fait, moi j'ai été amateur de films fantastiques et de science-fiction depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours aimé ça, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais pas du tout y consacrer ma vie ou en faire ma profession. Simplement j'aimais ça en tant que fan. En fait, je me préparais à une carrière de réalisateur. J'aspirais à être réalisateur et c'était ça mon objectif. Vous avez fait une école de cinéma, c'est ça hein ? Oui, je poursuivais à la fois une licence lettres à la faculté de Nanterre, à ses tout débuts, et en même temps une école de cinéma qui n'était pas l'IDEC parce qu'il fallait avoir le bac maths-LM à l'époque et j'étais nul en maths. Donc j'ai fait l'école que j'ai pu faire, qui était une école indépendante de cinéma, donc pendant 2 ans. À la suite de quoi, j'ai fait mon service militaire pour m'en débarrasser. Après, je devais débuter comme assistant réalisateur avec le directeur de production des films de Brigitte Bardot, qui était un ami de mon père. En fait, quand j'étais au service militaire, j'ai sympathisé avec 2 garçons qui étaient des attachés de presse. Et je leur avais parlé d'un projet aussi que j'avais de faire un festival de cinéma pour promouvoir le genre qui en France était un peu de mon point de vue dans un ghetto. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sorti du service militaire, le directeur de production qui devait donc m'engager comme assistant réalisateur est mort brutalement d'une crise cardiaque. Et c'est le seul contact via mon père que j'avais dans le milieu du cinéma. J'en avais pas d'autre. Donc ça s'est pas fait. Par contre, au lieu de débuter sur un tournage avec Bardot, j'ai commencé à préparer, à organiser le festival, mon festival. Avant cela, j'avais quand même fait pas mal de choses, comme je voulais m'exprimer, écrire, faire un journal, tout ça. J'avais fait des fanzines depuis l'âge de 12-13 ans à peu près. Et il y avait quelqu'un à l'époque en France que j'admirais, qui était un journaliste, qui s'appelait Jean Boulet, qui avait écrit des livres et des numéros de revues, tout ça, sur le cinéma fantastique. Je l'avais connu vers l'âge de 14 ans parce qu'il animait une sorte de ciné-club à Asnières où il présentait Le Cauchemar de Dracula. Je l'avais vu là-bas.
Et après, il a créé une librairie, la première librairie de bande dessinée en France, s'appelait Le Kiosque. Et je suis donc allé le voir tout de suite, et on a sympathisé et tout. Et lui venait c'était peut-être 1 ou 2 ans avant, de quitter la revue qu'il avait co-créée, qui s'appelait Midi Minuit Fantastique. C'était une revue très bien, j'aimais bien. Et en fait, j'ai créé aussi l'écran fantastique parce que Midi Minuit s'était arrêté. Si ça avait continué, j'aurais pas fait l'écran. Et donc, j'ai eu un projet de faire avec lui un super fanzine sur le cinéma fantastique. Et ça s'est pas fait parce que lui était très bien, érudit, passionné, enthousiaste et très amical, mais il avait autour de lui une équipe de bras cassés que je supportais pas et je me voyais pas collaborer avec eux. Donc, en fait, cette super revue, super fanzine plutôt, finalement, je l'ai fait tout seul. Et ça a été Horizon du Fantastique en 67. Et en juin 67, ça a eu tellement de succès que dès le numéro 2, c'est devenu un magazine imprimé. Donc Horizon du Fantastique toujours. Et alors, l'écran fantastique, vous l'avez créé quand ? J'ai créé l'écran fantastique avant mon service militaire. Je l'ai créé en 69. Et pendant 1 an, c'est un fanzine et après, c'est devenu une revue imprimée. Mais pareil, je le faisais par pur plaisir parce qu'en parallèle, je travaillais dans le cinéma déjà et j'ai passé 20 ans à travailler dans le cinéma en dehors de l'aspect purement journaliste. J'ai tout fait dans le cinéma. J'ai commencé comme programmateur de salles de cinéma. J'ai programmé jusqu'à 20 salles, dont le Styx, le Brady, etc. J'ai fait sortir des films. J'étais donc programmateur de salles, mais en même temps importateur-exportateur. J'ai fait sortir en France à peu près 120 longs métrages. J'étais aussi distributeur, producteur. J'ai eu un studio de cinéma. Voilà, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le cinéma pour gagner ma vie. Je la gagnais bien d'ailleurs. Et en parallèle, je faisais le festival où j'étais pas du tout payé. Je l'ai fait bénévolement, mais professionnellement pendant 17 ans. Et donc, il y avait moi qui étais dans le cinéma. Il y avait le festival qui me prenait 6 mois par an de travail, tout en faisant autre chose. Et il y avait mes activités de journaliste, si je puis dire, entre guillemets, avec l'écran fantastique et d'autres revues que j'avais créées après. Et votre entrée dans le cinéma, l'exploitation, tout ça, c'est né du festival ou... Non. Ah non, justement, c'était avant. J'ai travaillé dans le cinéma avant de faire mon festival, et c'est parce que j'avais toutes les connexions que j'ai pu organiser mon festival en faisant venir les films de l'étranger. Parce que j'avais une différence par rapport à tous les programmateurs de cinéma qu'il y avait en France. J'étais spécialisé dans le fantastique. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Les autres, non. Un programmateur de cinéma, en fait, sa fonction, c'était de programmer une salle par rapport au public de cette salle. Et il se servait pour ce faire chez les distributeurs. Il prenait les films, choisissait les films qui allaient sortir en France. Moi, en fait, j'ai beaucoup voyagé depuis l'âge de 13 ans à l'étranger. J'ai été, par exemple, à la Hammer Film à Londres. J'ai sympathisé avec les gens de la Hammer. Et après, le directeur de la Hammer et moi, nous sommes devenus amis. Mais au début, j'avais 14 ans et j'étais juste chercher des dossiers de prêt, des affiches, des trucs qui me donnaient de manière sympathique. Après, ils m'ont invité sur les tournages. Trapped like animals in a cage and getting closer and closer, suffocating them with terror. The reptile. Et donc, je suis rentré en contact avec les producteurs de la Hammer et d'autres, et j'avais tout le réseau, enfin, toutes les filières, pour pouvoir importer des films. Et donc, ma particularité en tant que programmateur, et ensuite en tant qu'organisateur de festival, ça a donc été de faire venir des films du monde entier, et de pas me limiter à ce qui attendait sagement dans les boîtes des bureaux des distributeurs français. Il y a des choses intéressantes, évidemment. Bon. C'est pareil, la particularité de mon festival aussi, par rapport à d'autres, notamment à Voriaz, entre autres, ça a été que je me suis pas limité du tout aux distributeurs. Bien sûr, je prenais des films aussi chez les distributeurs, notamment parce qu'ils étaient sous-titrés, ce qui était bien, mais c'était vraiment la minorité. Par contre, je choisissais dans le monde entier. Et pour choisir, j'allais dans les marchés internationaux, au fur et à mesure des années, au MIFED à Milan, un grand marché, au marché du film à Cannes, à l'American Film Market à Los Angeles, plus au cours des contacts et tout ça. Et j'avais une double spécialité. La première, c'était de dénicher les nouveaux talents. J'adorais ça. J'ai découvert et fait venir les premiers films de Sam Raimi, de Peter Jackson,
et de beaucoup d'autres. Et deuxièmement, j'aimais bien faire découvrir des cinématographies qu'on connaissait peu ou pas, comme le cinéma australien, comme le cinéma Nouvelle-Zélande, comme les productions des pays de l'Est, y compris la Russie, le Brésil, etc. C'est ça qui m'intéressait vraiment. J'ai présenté le premier film par exemple, de Miyazaki en France, et les premiers films, les premières cinématographies de pas mal de monde, comme Artsui pour Hong Kong, voilà. Alors comment était considéré le cinéma fantastique dans les années 60 le cinéma fantastique et d'horreur de manière générale, mais aussi dans la presse en particulier. Alors le cinéma fantastique et d'horreur en France dans les années 60 était, comme dans le monde entier, un cinéma commercial, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens, le public, allait les voir, public populaire en général, voilà. Par contre, c'était extrêmement mal considéré par la presse, l'intelligentsia, etc. C'était vraiment une sorte de ghetto, c'était méprisé. Et de ce fait, il y avait énormément de films qui ne sortaient pas, puis c'était vraiment très mal vu. Et moi, en tant qu'amateur depuis l'âge de 5 ans, je supportais pas du tout qu'on tape tout le temps sur les films d'horreur, avec en plus une confusion totale en France au niveau sémantique, c'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, ce qu'on appelait horror movies, et qui sortait en France, c'était, sur le titre horror movie, c'était les films fantastiques d'épouvante et un certain nombre de genres assimilés. Pas le film d'horreur au sens où nous on l'interprète. Et donc les Français ont appelé, enfin les Français, au lieu d'appeler ça les films fantastiques et de science-fiction, machin, ils appelaient ça les films d'horreur. Or, traduction littérale du mot horror, mais faux amis. Parce qu'en fait, l'équivalent du terme, du vocable horreur français, c'est gore aux États-Unis. Gore qui veut dire sans coaguler, sans sécher, etc. Et le gore n'est qu'un des aspects du cinéma de genre américain, alors qu'en France, le cinéma fantastique était systématiquement assimilé au film d'horreur. C'est complètement imbécile. Et ça participait en plus à accentuer le mépris d'autant plus que les Français sortaient de la Seconde Guerre mondiale, que ça avait été un pays occupé, pas très glorieux, et donc ils voulaient pas trop entendre parler d'horreur et de choses comme ça, voilà. Alors que les Américains, les Anglais avaient été plus combatifs, ils n'avaient pas, vous voyez, c'est pas la même façon de voir les choses, ils n'avaient pas de complexe par rapport à ça. Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život. Alors, l'idée du festival vient d'un voyage que vous avez fait quand vous aviez 14 ans. Oui, ouais, je suis allé avec ma mère et mon frère. On allait en Yougoslavie. On s'est arrêté par Trieste pour aller en Yougoslavie, pour prendre un car ou le train, je sais plus exactement. Mais enfin, on a passé une nuit à Trieste. Et à Trieste, en 62, c'était l'année où, pour la première fois au monde, il y avait un festival du film fantastique. Ça s'appelait le Festival Fantascienza, et c'était en fait un festival de films de science-fiction. Mais il n'y avait jamais eu de festival de films fantastiques ou de science-fiction au monde, jamais. C'était la première année, et moi je tombe dessus, par hasard, et je me dis c'est chouette, parce que je me suis rendu compte très vite qu'un tel festival assurait la promotion du genre mieux que n'importe quoi. Moi j'ai essayé de faire la promotion du genre à mon faible niveau, et je me suis rendu compte qu'en fait, même une revue comme Midi Minuit, ou moi comme avec l'écran, ça n'avait pas d'incidence. Ça touchait les Happy Few, ceux qui aimaient déjà ça, mais ça n'avait aucune incidence pour la promotion du genre. Pour la promotion du genre, il fallait un festival, parce qu'un festival qui avait du succès faisait que les médias venaient et faisaient l'écho de la manifestation. Donc j'ai attendu qu'il y ait un tel festival en France. J'aurais été client et content. Et ça ne s'est jamais produit. Donc je me suis dit, je vais le faire. Et c'est ce que vous faites 10 ans plus tard, en 72, à Nanterre. Et pourquoi Nanterre d'ailleurs ? En fait, à Nanterre, la première année, on l'a fait au Théâtre des Amandiers, parce que j'avais pas trouvé de salle à Paris. Aucune salle n'était d'accord pour accueillir un festival de ce type. Et donc, on faisait une sorte de ciné-club L'écran fantastique, mais pour les étudiants.
un ciné-club à l'Institut d'art et d'archéologie de Paris. Et on avait l'amphithéâtre de l'Institut. Il y avait 600 places, 600 personnes venaient. C'était un gros succès. Mais faut dire aussi que je programmais des films inédits de Mario Bava, des trucs comme ça. Bon. Et au cours d'une de ces séances, où j'avais fait un bulletin annonçant mon idée de faire un festival, mais que j'avais pas de salle, je cherchais une salle. Donc les responsables du Centre culturel communal de Nanterre, qui travaillaient avec le Théâtre des Amandiers, ont vu ça et m'ont proposé leur salle. Et donc j'ai pu le faire au Théâtre des Amandiers la première année. Et pour que ce soit bien, parce que j'avais jamais de festival et je savais pas comment ça se faisait et tout, mais je me suis basé un peu sur le Festival de Cannes, pour l'organisation, etc. J'ai à la fois fait venir des films de l'étranger, des films de la Hammer. Il y avait un bon programme, je crois. Et j'ai surtout eu la chance que Peter Cushing, que j'avais invité, m'a fait le plaisir et l'honneur d'accepter de venir à cette manifestation. Il est venu avec un réalisateur anglais, Peter Sasdy, avec qui il tournait aussi, qui avait fait Comtesse Dracula, entre autres, enfin plein de films formidables, c'est un très bon réalisateur. Et donc ça a été un gros succès. Les médias en ont parlé, la presse, la radio, la télé, etc. Ça a lancé le festival, mais surtout, ça a eu des échos, une répercussion médiatique que je souhaitais. Ouais, il fallait que ça soit un succès. Il fallait que ce soit un succès pour qu'on en parle. Et pour que ce soit un succès, comme on n'avait pas d'argent, d'ailleurs on n'en a jamais eu pendant le festival, même s'il a été dans des salles de prestige comme le Palais Congrès ou le Grand Rex, on n'a jamais eu vraiment d'argent. On fonctionnait sur les recettes. Donc il fallait que ce soit un gros succès populaire. En plus, ça allait très bien parce que ça correspondait à ma vision du genre. Moi, je suis pour le public et tout. Et on était programmateur, tout ça, amateur moi-même. Mais pour cette édition, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de prix. La première édition était sans compétition parce que ça se tenait dans une ville communiste, un centre culturel communiste. Et les communistes ne veulent pas entendre parler de compétition. Pour eux, c'est pas bien. Donc, j'ai dû me plier à leurs règles la première année. Mais la seconde année, on est allé à Paris. Et j'ai retrouvé la liberté de pouvoir faire des prix parce que pour moi, ça n'a pas de sens de faire un festival de cinéma s'il n'y a pas des récompenses. Voilà. D'autant plus que les récompenses, c'est un peu une carotte aussi pour les distributeurs et les gens qui nous donnent des films parce que après, ça leur est utile, ça leur sert pour la promotion de leurs films, etc. Et donc, dès la deuxième année, en 73, au Palace, il y a une remise de prix. Et le grand prix, c'est la licorne d'or. Oui, ouais. Moi j'ai toujours aimé les licornes et je trouvais que ça symbolisait bien ma vue du fantastique qui repose non pas sur l'horreur, mais sur la diversité du genre, notamment le merveilleux. Donc, on a créé la licorne d'or. See, Asylum. You have nothing to lose but your mind. Alors le premier film à recevoir le Grand Prix de la Licorne d'Or, c'est Asylum de Roy Baker. Oui. Et alors c'est un film à sketch écrit par Robert Bloch, le romancier derrière Psychose. Il y a 4 histoires entre elles et dans le casting il y a Peter Cushing qu'on peut voir dans le rôle du Grand Moff Tarkin dans La Guerre des Étoiles, mais qui est aussi un des comédiens phares de la Hammer film. Et alors Asylum, vous avez un souvenir du film C'est un film de l'Amicus. L'Amicus était une firme rivale de la Hammer. Mais la Hammer était un vrai studio parce qu'ils étaient propriétaires des studios de Bray. Ils avaient un personnel, ils faisaient des contrats avec les acteurs, avec les techniciens à l'année, etc. C'était le studio indépendant anglais le plus important. Un vrai studio. Alors que l'Amicus, ils n'avaient pas de studio, ils n'avaient rien. C'était que des films, en fait. Ils avaient une société. Mais cela dit, au niveau de la production, ils tournaient dans d'autres studios, comme Elstree, par exemple, alors que la Hammer, au début, tournait chez elle dans les studios de Bray. Après, la Hammer a vendu les studios de Bray, est allée aussi tourner à Elstree. Mais le catalogue, ce que produisait Amicus était très intéressant, parce que, si vous voulez, la Hammer, qui était dirigée par Michael Carreras, le fils de James Carreras, qui était la personne qui avait relancé la Hammer après la guerre, qui avait été créée par son père, mais qui avait périclité. Donc, les gens de la Hammer, à la tête, ne s'intéressaient pas du tout au fantastique. La force de la Hammer, c'est qu'au sein des producteurs de la Hammer, pas des dirigeants, mais au niveau des producteurs et des réalisateurs, des chefs décorateurs, tous ces gens-là, il y en avait beaucoup qui s'intéressaient au fantastique et qui étaient vraiment passionnés.
Parce qu'une qualité comme celle de la Hammer, c'est pas gratuit. C'est pas parce que le patron du studio a décidé de faire un film commercial que le film va être réussi, soigné. Non, c'est toute une équipe. Bon. Et pourquoi j'en parle? Parce que l'Amicus est différent dans la mesure où l'Amicus était dirigé par Milton Subotsky et Max J. Rosenberg, deux Américains. Alors il y avait un commercial, Rosenberg, et Subotsky, donc co-patron de la firme, lui était passionné par le fantastique, la science-fiction et l'horreur. C'est très très différent. Et d'ailleurs, la Hammer s'est lancée dans le genre horreur gothique avec Frankenstein s'est échappé, avec Christopher Lee et Peter Cushing. Et Frankenstein, c'était une idée de Milton Subotsky. Et Milton Subotsky, qui n'avait pas encore l'Amicus, avait été voir la Hammer pour leur proposer de faire un Frankenstein que lui produirait. Et la Hammer a refusé. Enfin, ça ne nous a pas intéressés dans un premier temps. Ils l'ont fait en douce quand même, hein, ce qui a beaucoup déçu Subotsky. Et donc, en fait, il s'est peut-être un peu vengé en créant l'Amicus, hein, je crois. Ah, c'est marrant parce que Milton Subotsky, c'est quelqu'un qui est en lien avec le remake de La Féline, hein, oui, par Paul Schrader, et j'en ai parlé récemment dans un épisode express, comme quoi le monde est petit. Et donc la Amicus... Et donc j'ai suivi aussi en tant que fan les films de l'Amicus dès le départ. Et c'est vraiment une très bonne production, très très bonne production. Donc on avait l'année où Asylum a eu le prix, la Licorne d'Or, il y avait un autre film de l'Amicus qui était présenté, qui était Tales from the Crypt, avec Peter Cushing. If you dare Death lives in Tales from the Crypt. Who's next? Perhaps you? Et Peter Cushing, cette année-là, de la part du jury, il était revenu la seconde année, a eu le prix d'interprétation pour un des sketchs de Tales from the Crypt, parce que la particularité des films de l'Amicus, c'était des films à sketch. Mais ils ont fait aussi un cycle de films avec des monstres préhistoriques, Le Sixième Continent, qui ont eu beaucoup de succès, qui était d'après Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan, et le cycle Pellucidar, donc, Centre-Terre, Septième Continent, toute une flopée de films de ce genre. Mais ils ont toujours continué, et jusqu'au bout, les films à sketch. D'ailleurs, le dernier film produit par Milton Subotsky était un film à sketch, et je suis allé sur le tournage de ce film, c'était à Elstree. Je suis allé sur le tournage parce que je connaissais le réalisateur qui était Howard Baker, qui avait été donc récompensé pour Asylum, mais je voulais rencontrer Vincent Price, qui jouait dans le film, et que je voulais avoir comme invité à mon festival. Ça s'est très bien passé, je pense que ça se passerait bien, mais bon, parce qu'on m'a dit qu'il était un peu difficile, un peu ceci, un peu cela. Et il a accepté d'être invité d'honneur de mon festival, où il y avait déjà eu Christopher Lee et Peter Cushing, mais il manquait Vincent Price. Voilà. Et donc, c'était le dernier film produit par Milton Subotsky, qui d'ailleurs n'est jamais sorti en France. Il est sorti en DVD après, mais pas au cinéma. Et quand il y a des stars comme Peter Cushing, Vincent Price et Christopher Lee qui viennent au festival, comment réagit le public? Moi, j'adorais Peter Cushing. Franchement, c'était mon acteur préféré, et ça l'est toujours. Je voulais le faire connaître au public français. On connaissait Christopher Lee, mais on connaissait pas Peter Cushing, pas vraiment. Enfin, les gens l'appréciaient sans savoir vraiment qui c'était, mais les gens ont été absolument ravis. Il a été ovationné et tout ça, les gens étaient... C'était une star, Peter Cushing. Les 2 années où il est venu, à tel point que c'est devenu dans mon esprit, dans celui du public, un peu le parrain du festival. Voilà. Christopher Lee, c'est pareil, on l'a eu la 3e année, il est venu au Palais des Congrès, il était très apprécié, et Vincent Price a été ovationné. Les gens étaient fous de joie. Mon festival était la seule possibilité pour les amateurs de rencontrer, de voir en vrai des acteurs comme Peter Cushing, Christopher Lee, Vincent Price. C'était la seule opportunité. Ne vous aventurez pas sur la lande la nuit, quand le diable se déchaîne. Sinon vous rencontrerez sûrement le chien de l'enfer, le chien des Baskerville. Et vous avez reçu aussi Terence Fisher, qui a réalisé des classiques de la Hammer, Le Cauchemar de Dracula, La Nuit du Loup-Garou, Le Chien des Baskerville. Oui, c'était au Palace, il y avait un imbécile de technicien,
qui s'occupait de la lumière. On lui a dit, quand Terence Fisher viendra sur scène, il faut mettre plein pot les projecteurs sur lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a compris. Terence Fisher est arrivé sur scène, tous les projecteurs ont été éteints, il était dans le noir complet. Voilà. Ça, il a été ovationné, mais dans le noir. Bon, le temps après, on a remis les lumières, ça s'est bien passé. Mais bon, ça s'est très bien passé quand même. Donc pour le festival, ça y est, c'est lancé, le succès est au rendez-vous, et après... Jusqu'au jour, en 1975, j'ai pu avoir le Palais Congrès. C'était la première manifestation publique importante au Palais Congrès. Moi, j'avais pas d'argent pour... on a partagé les recettes, mais moi, pour organiser mon festival, et eux pour se payer sur la location. Mais eux, le Palais Congrès avait besoin d'un public, et notamment un public jeune, ils n'en avaient pas. Donc l'accord s'est conclu avec une poignée de main. On n'a même pas eu de contrat. Et on s'est serré la main avec le directeur du Palais Congrès. Et ça s'est fait comme ça, pendant 2 ans d'ailleurs. Et au Palais Congrès, on avait atteint notre but parce qu'on a eu 50 000 personnes en participation. On a eu 20 télés. On a eu 3700 personnes par séance et des fois 6000 qui ne pouvaient pas entrer. Là, on avait atteint notre but. Je pouvais arrêter là le festival parce qu'on avait atteint mes objectifs qui était de populariser le genre. Voilà. Auparavant, la seule personne dans la presse quotidienne française qui parlait sans condescendance des films fantastiques, c'était Éric Legueb du Parisien Libéré. Voilà. Le seul. Tous les autres démolissaient les films fantastiques systématiquement, bons ou mauvais. Et lui, après, je l'ai pris comme membre du jury permanent dans mon festival, évidemment, pour le remercier. Et d'ailleurs, ça se passait comment pour la composition des jurys, tout ça? Alors la composition du jury, je prenais là encore, pour que ce soit à la fois représentatif, que ça touche aussi les médias, je prenais des gens, disons, entre guillemets, des célébrités, ou des gens très compétents et connus, mais qui s'intéressaient aux gens qui aimaient ça, voilà. Réalisateurs, comédiens, journalistes, etc. J'ai une anecdote. La première année au Palais des Congrès, pour dire que les techniciens et les salles sont pas toujours très à la hauteur. La première année au Palais des Congrès, c'était une salle de 3700 places. C'était la salle, des salles de cinéma les mieux équipées en France. C'était au niveau de l'infrastructure l'équivalent d'une chaîne de télé genre FR3. Donc ils avaient énormément de matériel et tout. C'était vraiment énorme. Mais les gens étaient plus ou moins incompétents. C'est-à-dire que par exemple, la première soirée au Palais des Congrès pour mon festival, la lampe du projecteur de la salle a pété. Et il n'en avait pas de rechange. Et ça, je l'ai su 2 heures avant la séance. Ce qui veut dire que la première séance au Palais Congrès, si on n'avait pas de lampe, et eux étaient incapables de m'en fournir une, la soirée était annulée. La première soirée, 3700 places. Heureusement, j'avais mon directeur technique qui était un as. Il s'est démené, il a trouvé cette lampe, il l'a apportée au Palais Congrès, et ça a pu se dérouler normalement. Et dans la communication autour de votre festival, il faut aborder les affiches, qui sont souvent sublimes. Vous savez pourquoi on a de belles affiches ? On a eu de belles affiches, tout simplement parce que à Cannes, pendant 2 années, et surtout la première, il y a eu des affiches extraordinaires qui ont été faites par Siudmak, un artiste polonais. Il a fait des affiches dans le genre de celles de Salvador Dali, dans la période de réalisme fantastique de Salvador Dali. Et donc il a fait des affiches sublimes. Et les affiches qu'il a faites pour Cannes étaient tellement belles que ça apportait de l'ombre à la direction de Cannes, et ils l'ont viré. Ils l'ont dit, on parle que de vos affiches, et on veut pas de ça. On veut qu'on parle du festival et pas des affiches du festival. Et je voulais entrer en contact avec lui, parce que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de moyens pour les affiches. C'était en noir et blanc. La couleur était une fausse couleur. Mais là, on voulait j'avais quelqu'un qui était prêt à financer une vraie affiche. Et je cherchais comment entrer en contact avec Siudmak. Et Siudmak, à ce moment-là, m'a appelé. C'est vraiment une coïncidence. Il m'a dit, voilà, on veut plus de moi à Cannes, mais votre festival, qui est très bien, il y avait déjà 1 année au Palais Congrès, il manque une affiche qui soit aussi belle que votre festival est bien. Et donc, il s'est proposé, je dis, ok, j'adore ce que vous faites. Le seul impératif que je vous demande, c'est qu'il y ait Paris dans le festival. Des monuments de Paris, enfin, au début, en tout cas. Voilà. Et donc, il a fait la 2e année du Palais Congrès, et on a collaboré avec lui pendant une 10aine d'années, ou peut-être plus,
Alors à ce moment-là, on est en 75. Vous avez créé l'écran fantastique qui marche très bien. 3 ans après, il y a Jean-Pierre Putters qui vous emboîte le pas. Il conçoit Mad Movies, c'est une autre revue avec un ton différent du vôtre, mais sur le genre. Vous avez créé votre festival, suivi là encore 1 an plus tard par le festival d'Avoriaz. Bon, alors vous êtes clairement précurseur de tout ça, mais est-ce qu'en 75, vous sentez venir un changement dans l'approche du film de genre, par la presse, le public Non, je n'ai strictement rien senti venir. Si j'avais senti venir quoi que ce soit, j'aurais rien fait. J'aurais attendu que ça se passe. Donc non, j'ai pris l'initiative parce que rien ne se passait justement. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 75, les choses ont commencé à changer, et notamment avec l'Exorciste. Là, ça a été un peu la révolution. Pas Rosemary's Baby, parce que Rosemary's Baby, de mémoire, est de 68. Bon, ça a été un film apprécié, mais ça n'avait pas de répercussions plus que ça. Au niveau du grand public, ce qui a tout changé, c'est l'Exorciste. Avant, si vous voulez, les films fantastiques sortaient dans des circuits indépendants, dans des salles indépendantes, chez des distributeurs indépendants. Les gros distributeurs, les grosses salles, s'en fichaient complètement, ne voulaient pas entendre parler, mais d'un seul coup, ils se sont rendus compte que ça pouvait être lucratif. Et à ce moment-là, les majors ont commencé à se saisir des films, à les distribuer, à en produire et tout, ce qui progressivement a tué les indépendants, puisqu'ils ne pouvaient pas lutter contre ça. Mais moi, j'étais content parce qu'en fait, ce qui m'importait, c'est que le plus de gens possible aillent voir ces films et aiment ça, etc. Mm-hmm. J'étais très content de cette évolution. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous pousse à continuer le festival alors ? Alors pourquoi j'ai continué le festival ? J'aurais pu arrêter. C'était un tel travail, le festival, pour moi, que chaque année, pratiquement, je crois, pendant 17 ans, je me suis dit que j'arrêtais là. Mais j'ai quand même continué. Mais finalement, j'ai continué pour une seule raison, c'est que le public me demandait. Les fans et tout me le demandaient tout le temps. Bon, j'ai pas voulu les décevoir. Non, en fait, j'ai continué surtout pour eux. Cette histoire vous entraînera dans l'irréel. Elle vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin. Votre imagination sera sollicitée comme jamais elle ne l'a été. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un film exceptionnel à ne pas manquer. Et donc là, on est en 77, c'est la 6e édition, et cette fois, ça se passe au cinéma Le Grand Rex. Le festival va y rester pendant 12 ans, jusqu'à la dernière édition. Il devient même le festival du Grand Rex. Et j'aimerais parler avec vous de quelques films du palmarès. D'abord, un prix d'interprétation pour la comédienne Karen Black qui joue aux côtés d'Oliver Reed, Burgess Meredith et Bette Davis dans un film de maison hantée qui s'appelle Trauma. Count of Rings, qui est formidable. Oui. Qui est formidable, où elle est très bien. Elle joue aussi dans un Trilogy of Terror, qui est un film à sketch. Le sketch notamment Amelia, qui avait terrorisé les gens au Palais des Congrès. Et d'ailleurs, c'était la même année où on passait Burnt of Rings. Trilogy of Terror. Trilogy of Terror et Burnt of Rings étaient réalisés par Dan Curtis, qui était un producteur, metteur en scène américain, qui a créé Dark Shadows. Ah oui. C'est un type formidable qui avait fait des versions pour la télé, mais sorti au cinéma après, américaine, de tous les classiques, Le Tour d'écrou, Frankenstein, Dracula, un très beau Dracula avec Jack Palance. Et donc il avait réalisé ce film Burnt of Rings. Et comment vous avez découvert le film ? Vous l'avez découvert en festival ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de projeter le film au festival ? Un pavé de presse, un grand pavé de presse dans Variety. J'ai vu ce pavé de presse. Je connaissais pas personnellement Dan Curtis, mais le pavé de presse m'a semblé beau, bien. Le casting était super. J'ai eu l'intuition que ce serait un grand film. Et c'était le cas. Quand je l'ai passé au festival, je ne l'avais pas vu. La copie venait d'être terminée. Mais je savais que ça serait un bon film. H.G. Wells' The Food of the Gods for a Taste of Hell. Rated PG. Et la même année, en 77, donc, la Licorne d'Or revient à Soudain les monstres de Bert E. Gordon, avec des gens qui affrontent des animaux géants, des insectes géants sur une île. Alors, je l'ai pas revu depuis gamin, j'ose pas le revoir, j'ai un peu peur d'être déçu, mais... Non, je pense pas. Alors, la particularité, c'est très marrant, de Bert E. Gordon, c'est qu'il s'appelle Bert E. Gordon. En initial, ça donne Big.
grand. Et il n'a fait que des films sur le gigantisme. Et le Fantastique comme Colosse, c'est le premier film que j'ai vu de Bertie Gordon avec un homme géant, voilà. Et il en a fait plein, avec des géants, etc. C'est marrant, hein, ses initiales et sa spécialité. Et il l'a pas fait exprès, hein. Bon. Et le Fantastique comme Colosse, j'ai vu à 10 ans, à Paris, oui, quand il est sorti. C'est un film de 57, mais il est sorti en 58 à Paris. Et j'ai bien aimé. C'était des films où il faisait tout, Bertie Gordon. Il faisait les effets spéciaux, la production, la réalisation, etc. Et je pense que Saut dans les monstres est un de ces rares films faits en couleur. La plupart étaient en noir et blanc. Et là aussi, il a supervisé les effets spéciaux et tout. C'est un petit budget, mais il s'en est très bien tiré. Et c'est un bon film. Moi, j'ai revu il y a quelques années. Je trouve qu'il tient très bien le coup, hein. Ça a toujours été un petit film, hein, mais c'est très bien fait. J'ai jamais rencontré... Alors, Bertie Gordon, je ne l'ai jamais rencontré, mais aujourd'hui, au moment où on fait cette interview, c'est son anniversaire, il a 100 ans. Ah, mais il est encore vivant? Il est encore... Ah ouais, ok. Et en 79, il y a 2 éditions la même année, donc il y a 2 grands prix. Tout d'abord, Halloween, la nuit des masques, dans lequel Jamie Lee Curtis remporte le prix d'interprétation féminine, et le film reçoit la Licorne d'Or. Alors c'est John Carpenter. John Carpenter, j'ai fait venir son premier film, Dark Star, que j'ai passé au Palais Congrès. J'ai suivi sa carrière. Vous savez comment j'ai connu Carpenter? J'ai connu quand il avait 15 ans. Il faisait un fanzine et je lui ai commandé son fanzine. Ah ouais. Et il me l'a envoyé ici. Ah ouais, d'accord. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, je savais pas ça. Donc et mon frère était attaché de presse de plusieurs de ses films. Ah, ok. Et donc, on a présenté Halloween, qui a vraiment terrorisé le Grand Rex où on l'a passé. Puis il a une particularité, comme tout le monde sait, Carpenter. D'ailleurs maintenant il fait surtout ça, mais enfin bon, c'est la musique, hein, il compose, et c'est super, hein, c'est que ce soit pour Halloween, soit pour Fog ou pour un de ses premiers qui était remarquable. Assaut. La musique d'Assaut, elle est formidable. Et puis après Halloween, le 2e film à remporter la Licorne d'Or dans l'autre édition du festival cette année-là, c'est le Dracula de John Badham. Ah oui, j'adore ce film. Ce film est un bijou. C'est le film qu'aurait fait la Hammer Film s'ils avaient eu les moyens. J'étais très content de pouvoir avoir ce Dracula qui a eu le Grand Prix chez nous, qui est un film merveilleux. Il y a juste un miscasting. Dans le rôle de Van Helsing, c'est un des acteurs préférés, c'est Laurence Olivier. Mais Laurence Olivier est ridicule. Malgré tout le talent qu'il a, il est ridicule. Pourquoi il est ridicule? Parce qu'il a voulu être fidèle au personnage hollandais de Van Helsing. Mais cette fidélité est une bêtise, parce que nous, entre-temps, qui on avait vu? Peter Cushing dans le rôle de Van Helsing, qui est tellement bondissant, tellement viril, tellement... que, en fait, pour nous, c'était plutôt cette image-là, Van Helsing. Alors que là, il reprend le personnage du roman, tout ça. Et ça le rend un peu fade. Et ça rend fade et idiot. C'est le seul défaut, seul bémol du film. Sinon, le film est formidable, avec une musique absolument magnifique. Frank Langella, qui avait joué 2 ans le rôle sur scène à Broadway, est naturellement formidable. Là, on est dans les années fastes du festival, donc on est au Grand Rex. Et en coulisses, ça se passe bien, j'imagine? Non. Ah. Au Rex, ça a duré 12 ans, donc. Je me suis battu toujours contre le Rex, contre la direction qui était Philippe Hellman. Je me suis toujours battu contre eux. Ils nous ont jamais aidés. Ils nous ont fait des conditions de plus en plus difficiles chaque année. Et ils ne faisaient strictement rien. Ils louaient la salle. Ils se payaient largement sur les recettes, etc. Puis finalement, les ouvreuses se plaignaient de pas assez avoir de pourboire de la part des spectateurs du Rex, ce qui est normal, parce que c'est les mêmes qui revenaient tout le temps. C'est pas comme une salle où le film est le même, mais les gens changent chaque fois. Bon. Donc il a fallu que je paye, moi, les ouvreuses pour qu'elles ne viennent pas à mon festival. Vous voyez ? Oh, il y a plein de trucs comme ça, assez durs sur le plan financier. Je sais que la première année au Rex, alors qu'on n'avait pas d'argent, il a fallu que je garantisse au Rex la totalité des recettes. J'ai pris un risque parce que rien ne peut être... Voilà. Il faut dire aussi que le Rex, si j'avais pas fait mon festival dans cette salle, qui, entre parenthèses, a été créé par Jacques Haïk et son associé qui était mon oncle. Non, c'est marrant, hein.
je reviens à une salle qui a été créée par mon oncle, co-créée par mon oncle. Donc, le Grand Rex ne marchait plus. À part Noël où il y avait les films de Disney, il n'arrivait jamais à remplir le deuxième balcon. Il y avait l'orchestre, un peu du premier balcon, c'est tout. Donc, si j'avais pas fait mon festival, quels étaient les plans, Philippe Hellman, directeur du Rex? C'était de casser le Grand Rex et de faire là où il y a le grand balcon, la voûte étoilée et tout ça, de faire des petites salles. Mais, comme mon festival a eu un succès, que les gens l'ont appelé le festival du Rex, ça a apporté tout l'éclairage sur le Rex, et le Rex, qui marchait plus tellement, de ce fait est devenu rapidement la salle en France numéro 1 de cinéma. On a fait des séances, par exemple, pour Massacre à la tronçonneuse, pour Mad Max, où il y avait à peu près 7000 personnes qui pouvaient pas entrer. Je suis l'aigle de la route. C'était des films qui étaient censurés pendant le septennat de Giscard. Dès la première année, j'ai passé des films sans visa de censure. Comment ça s'est passé J'ai menti, j'ai triché. Le président de la commission de censure, que j'avais été voir, je faisais des démarches administratives comme il fallait, en pleine bonne foi, m'avait dit « Je vous autoriserai à passer un film sans visa de censure, mais un seul. » Sachant que mes films venaient donc de l'étranger, la plupart. Pour avoir visa de censure, il fallait avoir la copie ici, 3 mois avant. C'était une démarche administrative. Je pouvais pas. Moi, mes films, ils arrivaient 1 semaine avant. Bon. Donc, j'ai dit OK. Et j'ai pas tenu compte de ce qu'il m'avait dit. Et j'ai passé les films sans visa de censure. J'ai pris le risque chaque année. Jusqu'au jour où Jacques Lang a été nommé ministre de la Culture. Et lui m'a aidé tout de suite. Et grâce à lui, j'ai pu continuer à passer les films sans visa de censure, mais cette fois-ci officiellement. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Massacre à la tronçonneuse. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, je passais les films sans visa de censure. Ça a été le cas pour tous les films, et notamment les films de Lucio Fulci qui passaient en intégrale chez moi. Mais deuxièmement, il n'y avait pas la vidéo, enfin, il n'y avait pas le DVD, il n'y avait pas tout ça. Bon. Donc, si vous loupiez un film au festival, et si le film ne sortait pas en France, il n'était pas acheté par un distributeur, c'est quand même le cas de beaucoup de films, hein, bon, vous n'aviez plus aucune possibilité de revoir le film. Et en plus, je faisais en sorte que les films passent qu'une seule fois. C'était pas une double ou triple séance. Donc, en fait, le festival a été The Place to Be, là où il fallait être, parce que c'était vraiment événementiel. Si vous loupiez un film là, vous pouvez pas le revoir. Et pour en venir à Massacre à la tronçonneuse et les autres, c'est hallucinant, parce que imaginez que la salle était pleine. Il y avait tellement de gens que le grand boulevard qui longeait le Rex était bouché. Les gens ne pouvaient plus circuler. Que les spectateurs, pour essayer d'entrer dans la salle, montaient sur le toit des voitures. C'est un truc qui n'a pas été filmé, mais il aurait fallu filmer parce que ça a été incroyable. 7000 personnes qui n'entrent pas, avec 3000 à l'intérieur, c'est énorme. Quand je dis 7000 personnes, c'est une estimation de la police. C'est impressionnant, ouais. Eh bien, comme je l'ai annoncé au début de l'épisode, cet entretien est en 2 parties et s'arrête là pour le moment. Dans la deuxième partie de l'interview, qui sera en ligne la semaine prochaine, on évoquera l'ambiance dans la salle et aussi la fin du festival. On parlera aussi de Sam Raimi, de George Romero, de Michael Crichton, mais aussi de la création du Festival d'Avoriaz. C'était Mick pour Retour à l'écran, à très vite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.